Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la playlist La Bourse aux livres. Alors dans celle-ci, je vais me focaliser sur un livre publié en 2016 qui s'intitule Quality Investing et qui a été écrit par deux gérants du fonds Ekeo Capital, à savoir Torkel Eide et Patrick Hargreaves, aidés par l'écrivain Lawrence Cunningham dans leur projet de livre. Alors le fonds Ekeo Capital a aujourd'hui 22 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le fonds a une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'il se focalise sur la qualité intrinsèque des entreprises et non sur la macroéconomie. C'est enfin un fonds qui investit avec un horizon d'investissement à très long terme dans des entreprises de grande qualité. C'est d'ailleurs l'objet de ce livre. Le livre étant très dense, je vais me focaliser dans cette première partie sur l'introduction et le chapitre 1. Je présenterai les autres chapitres dans une prochaine vidéo. Alors au sommaire de cette vidéo, on va commencer par l'introduction de ce livre qui met l'accent sur le concept d'investissement dans la qualité, ce que les auteurs appellent Quality Investing, qui est également un style d'investissement. Et puis je me focaliserai sur le chapitre 1, c'est-à-dire sur les éléments de base mis en avant par les auteurs, à savoir sur l'allocation des capitaux, sur les rendements sur capitaux, sur les multiples sources de croissance pour une entreprise, sur le management, la structure de l'industrie et enfin les avantages compétitifs durables. Ce livre se focalise en particulier sur le concept d'investissement dans la qualité, à savoir le quality investing, et donc les auteurs commencent par nous présenter les 4 éléments qui caractérisent un investissement de qualité ou dans la qualité séparée. Alors le premier élément qui caractérise un investissement de qualité, c'est une génération de cash élevée et prévisible, à savoir un free cash flow élevé et durable au cours du temps. Le deuxième élément qui caractérise un investissement de qualité, ce sont des rendements sur capitaux élevés et soutenables, à savoir un ROE, un ROCE ou un ROIC élevé et durable au cours du temps. Le troisième élément qui caractérise un investissement de qualité, ce sont des opportunités d'investissement attractives et dans ce cas, on va se focaliser sur le taux de croissance attendu et si possible le taux de croissance attendu à long terme. Enfin, le quatrième élément qui caractérise un investissement de qualité, c'est un taux de réinvestissement élevé, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur des entreprises avec un faible payout ratio, c'est-à-dire des entreprises qui versent un dividende relativement faible par rapport au net income, c'est-à-dire au résultat net. Alors les auteurs nous présentent l'exemple suivant. Imaginons qu'on ait une entreprise qui génère un free cash flow, donc un flux de trésorerie disponible de 100 millions de dollars, qu'elle ait un ROIC de 20% et qu'elle soit capable de réinvestir ce free cash flow à 20% pendant 10 ans. Ceci nous donne le résultat suivant. On a 100 millions de dollars de free cash flow qui sont réinvestis à 20% par an pendant 10 ans, donc fois 1 plus 0,2, le tout à la puissance 10. Ça nous donne au bout de 10 ans un free cash flow de 619 millions de dollars, soit une multiplication par 6 du free cash flow sur ces 10 ans. Et donc c'est exactement le genre d'entreprise que les auteurs de ce livre ont envie d'avoir en portefeuille, à savoir une entreprise qui génère un free cash flow important, qui a la possibilité de réinvestir ce free cash flow à un taux de rendement important et si possible sur une période suffisamment longue pour pouvoir créer un effet boule de neige. Les auteurs insistent en effet sur le fait que le cours d'une action suit l'évolution des bénéfices ou du bénéfice par action à long terme. Alors il est important de comprendre qu'une entreprise qualitative aura tendance à avoir un résultat net en ligne avec son free cash flow et donc que les deux vont de pair. Autrement dit, lorsqu'une entreprise va être capable de réinvestir son free cash flow à un taux de rendement élevé pendant une période suffisamment longue, alors le free cash flow va être multiplié par X et puis le résultat net va également être multiplié par X et au final le cours de bourse va être multiplié par X et c'est comme ça qu'on a des multibaggers. Alors les auteurs insistent sur le fait également que plus le taux de rendement sur capitaux est élevé, plus l'entreprise a de la valeur et c'est pour ça qu'on retrouve des entreprises avec des PER très élevés, par exemple lorsqu'elles ont un taux de rendement très élevé et qu'elles réinvestissent l'essentiel de leur free cash flow. Alors les auteurs nous indiquent qu'il est facile de trouver les entreprises ayant un rendement sur capitaux élevé, il suffit de regarder dans un screener. En revanche, il est plus difficile de déterminer si le taux de rendement est soutenable ou non. Alors, il est important d'avoir conscience que les entreprises ayant un avantage compétitif durable, donc un moat, ont tendance à conserver un taux de rendement élevé au cours du temps. Alors, ce qu'il est possible de faire, c'est tout simplement de regarder sur une période de 10 ans, par exemple, les taux de rendement, donc c'est-à-dire le ROE et le ROIC,
pour voir si ceux-ci sont durables au cours du temps, ou en tout cas ont été durables par le passé. Bien entendu, les performances passées ne présagent pas des performances futures, et donc il y a toujours une inconnue par rapport au fait que l'entreprise soit capable ou non de rééditer ses taux de rendement extrêmement élevés. Au final, nous disent les auteurs, la prévisibilité du taux de croissance et du free cash flow sont tous deux importants, et c'est un point sur lequel insiste également Warren Buffett, qui essaye d'investir uniquement dans des entreprises pour lesquelles le taux de croissance de l'entreprise, mais aussi le free cash flow et le résultat net sont relativement prévisibles au cours du temps. Alors, on va maintenant se focaliser sur le chapitre 1 du livre qui s'intitule en anglais Building Blocks, que j'ai traduit par les éléments de base et donc qui pose un petit peu les bases du quality investing. Alors, les auteurs mettent l'accent sur l'allocation des capitaux dans un premier temps en nous expliquant qu'une entreprise peut allouer ses capitaux de 4 manières différentes. Premièrement, au travers des CAPEX, donc en anglais Capital Expenditure, c'est-à-dire les dépenses d'investissement. Deuxièmement, au travers des dépenses de marketing ou de R&D, donc marketing c'est-à-dire publicité, R&D c'est-à-dire recherche et développement. Dans les deux cas, on a ici des éléments de croissance organique. Troisièmement, l'entreprise peut allouer ses capitaux au travers d'éléments de croissance externe cette fois-ci, donc ici le M&A, donc les fusions et acquisitions. Et puis quatrièmement, l'entreprise peut allouer ses capitaux en distribuant du capital aux actionnaires au travers soit de dividendes d'un côté ou au travers de rachats d'actions de l'autre. Alors on va revenir très rapidement sur ces 4 manières d'allouer les capitaux pour une entreprise. Premièrement, les CAPEX, il peut s'agir de maintenance CAPEX ou de growth CAPEX, c'est-à-dire des dépenses d'investissement en vue de maintenir l'activité de l'entreprise ou en vue de croître. Certaines entreprises ne font que maintenir leur niveau de chiffre d'affaires. On va parler de maintenance CAPEX quand d'autres vont essayer de faire croître le chiffre d'affaires. On va parler dans ce cas-là de croissance organique. Les auteurs nous donnent l'exemple de H&M qui a ouvert un nombre de magasins incroyable au cours des 15-20 dernières années, avec ici des dépenses d'investissement extrêmement importantes en ouverture de magasins et donc une croissance organique très importante. Au niveau des dépenses de marketing ou de R&D, les auteurs nous donnent un exemple en particulier, celui d'Unilever qui a dépensé énormément d'argent en marketing pour mettre en avant son savon Dove et qui est maintenant connu à travers le monde. On pourrait également penser à L'Oréal qui dépense des sommes absolument folles en marketing pour que ses produits soient dans la tête des consommateurs. Au niveau de la R&D, on pourrait penser à des entreprises du secteur des semi-conducteurs comme Nvidia, Intel ou AMD par exemple. En ce qui concerne des dépenses de M&A, donc les fusions et acquisitions, ou des dépenses de croissance externe, les auteurs nous rappellent que le plus souvent, ces dépenses détruisent de la valeur pour l'actionnaire. Alors ceci étant, les auteurs mettent l'accent également sur le fait que certaines entreprises sont plus à même de réussir leur fusion et acquisition, et donc que certaines ont acquis une certaine expertise au cours des années, ou en tout cas au cours du temps. Le premier exemple qui nous est donné est celui d'Essilor qui a réalisé de nombreuses petites acquisitions et qui a su développer un réseau de distribution extrêmement important, lui permettant, une fois qu'elle a réalisé ses acquisitions, de pouvoir vendre de nouveaux produits de manière très efficiente. On a également l'exemple de Luxottica qui a très bien réussi ses acquisitions et notamment celle de la marque Oakley, la marque de lunettes Oakley, et qui a su faire profiter à Oakley de son réseau de distribution. Alors ce qui est amusant, c'est que depuis la publication de ce livre en 2016, Essilor et Luxottica ont fusionné et sont devenus Essilor Luxottica. Les auteurs nous donnent ensuite l'exemple de Diageo qui procède également à de petites acquisitions et qui bénéficie d'un très beau réseau de distribution, ce qui lui permet de mettre en avant ses nouvelles marques. Enfin, les auteurs mettent l'accent sur une entreprise comme Assa Abloy, donc mi-suédoise, mi-finlandaise historiquement, qui a procédé à 120 acquisitions dans un marché très fragmenté et qui présente aujourd'hui un très beau savoir-faire en matière de fusion et acquisition. Enfin, concernant la distribution de l'excès de cash aux actionnaires, donc ça c'est plutôt pour des entreprises qui n'ont plus forcément de très belles opportunités d'investissement. Celles-ci peuvent distribuer soit des dividendes, soit procéder à des rachats d'actions. Alors les auteurs insistent sur le fait que trop souvent, les entreprises rachètent leurs actions à des prix beaucoup trop élevés, et ça c'est un point qu'il est bon d'avoir à l'esprit. Idéalement, une entreprise devrait procéder à des rachats d'actions lorsque le cours de bourse est relativement faible, c'est-à-dire lorsque le prix est largement inférieur à la valeur intrinsèque de l'entreprise. Bien entendu, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire.
Alors les auteurs se focalisent ensuite sur les rendements sur capitaux. Les rendements sur capitaux, alors que l'on peut décomposer en ROE, ROCE, ROIC, nous renseignent sur la qualité de l'allocation des capitaux par l'entreprise. En théorie, des bénéfices élevés attirent des concurrents et les marges s'érodent. Et donc pour maintenir des bénéfices et des marges élevées, une entreprise doit donc posséder un avantage compétitif durable. Et là, je vous renvoie aux vidéos sur Warren Buffett. Alors pour entrer un peu plus dans le détail, un ROE élevé et stable dans le temps signifie que l'entreprise alloue les capitaux de manière satisfaisante. De la même manière, un ROIC élevé et stable dans le temps nous indique que l'entreprise alloue les capitaux de manière satisfaisante. Et enfin, un ROA élevé et stable dans le temps nous indique également que l'entreprise alloue les capitaux de manière satisfaisante. Alors même si les auteurs ne nous disent pas ce qu'est un ROE, un ROIC ou un ROA élevé, généralement un ROE élevé est supérieur à 15%, un ROIC élevé est supérieur à 8-10%, puis un ROA élevé est généralement supérieur à 7%. Alors les auteurs nous donnent ici deux exemples d'entreprises ayant des rendements sur capitaux très élevés et stables dans le temps. Le premier exemple, c'est celui de Domino's Pizza, dont la croissance est financée par les franchisés et non par l'entreprise. C'est toujours intéressant d'ailleurs d'avoir une entreprise comme ceci, basée sur une franchise. C'est le cas également de Starbucks. Et puis il nous présente l'exemple de Dassault Systèmes, qui est une entreprise asset light et donc qui va avoir un return on assets, donc rendement sur actifs, relativement élevé et stable au cours du temps. Alors les auteurs se focalisent ensuite sur la marge brute. Ils nous indiquent qu'une marge brute élevée et stable au cours du temps signifie que le prix de vente est élevé, le prix de vente du service ou du bien est élevé. Ça veut dire que l'entreprise bénéficie d'un pricing power important et donc qu'elle a une protection contre l'inflation, c'est-à-dire que son résultat net au final sera beaucoup moins impacté qu'une entreprise ayant une marge brute relativement faible. Enfin, dernier point ici, les auteurs se focalisent sur la marge d'exploitation. Ils nous indiquent qu'une marge d'exploitation élevée et stable au cours du temps est synonyme d'un avantage compétitif durable. Là encore, je vous renvoie aux vidéos sur Warren Buffett. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai mis trois exemples. On va retrouver Microsoft, Alphabet, Nvidia. Trois exemples d'entreprises ayant des rendements sur capitaux très élevés pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai tiré ces données du site GuruFocus. Donc ce qu'on peut voir ici avec Microsoft, c'est que le rendement sur capitaux propres, donc Return on Equity, est extrêmement élevé et durable au cours du temps. Et puis on voit surtout que c'est la même chose au niveau du ROIC, donc Return on Invested Capital, rendement sur capitaux investis, qui est également très élevé et durable au cours du temps, même si parfois on a de petites baisses comme en 2018. On voit donc que ces rendements sont très élevés au cours du temps et relativement stables, même si encore une fois on a de petites baisses de temps en temps. On voit surtout que le ROIC est largement supérieur au WACC, c'est-à-dire que le rendement sur capitaux investis est largement supérieur au coût moyen pondéré du capital, et c'est ça qui crée de la valeur pour l'actionnaire à long terme, bien entendu à condition qu'il n'y ait pas d'augmentation du nombre d'actions en circulation. Donc on voit que c'est le cas pour Microsoft, on a bien des rendements très élevés au cours du temps, des rendements durables, c'est une entreprise qualitative. On voit que c'est la même chose pour Alphabet, donc Google, c'est la même chose, des taux de rendement extrêmement intéressants au cours du temps, extrêmement élevés, et surtout un delta entre le ROIC et le WACC extrêmement important, et donc on a bien création de valeur au cours du temps pour l'actionnaire, et donc il s'agit bien d'une entreprise qualitative. Enfin, c'est la même chose avec Nvidia, on a bien des rendements sur capitaux extrêmement importants et durables au cours du temps, avec un delta entre le ROIC et le WACC extrêmement élevé, donc création de valeur pour l'actionnaire, même si, et là j'attire votre attention, on a une forte augmentation du nombre d'actions en circulation, et donc il faut toujours rester méfiant par rapport à ça. Alors les auteurs insistent ensuite sur les multiples sources de croissance pour une entreprise. Le plus important, nous disent-ils, n'est pas la croissance à court terme, mais la croissance à long terme, et donc ils aiment bien investir dans des entreprises qui ont une vision à long terme. Le deuxième point, c'est qu'ils préfèrent privilégier les entreprises ayant une croissance prévisible, et là je vous renvoie à Warren Buffett, et donc croissance prévisible du chiffre d'affaires de 7 à 10% par an, et donc ils ne vont pas se focaliser sur des entreprises ayant un taux de croissance trop important. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent privilégier une entreprise ayant un taux de croissance du chiffre d'affaires prévisible à une entreprise ayant un taux de croissance du chiffre d'affaires totalement imprévisible. Alors les auteurs nous expliquent qu'il y a de multiples sources de croissance, notamment les gains de parts de marché qui peuvent s'obtenir grâce au marketing,
grâce au déploiement de magasins, c'est ce qu'on a vu avec H&M, et c'est l'exemple qui est donné ici, ou grâce à l'investissement dans un réseau de distribution performant. Alors la deuxième source de croissance pour une entreprise, c'est éventuellement l'expansion géographique. Les auteurs nous préviennent que c'est relativement difficile à exécuter et qu'il est important de regarder le track record de l'entreprise. Ils nous donnent deux exemples. Le premier, c'est Unilever qui a augmenté le nombre de franchises dans les pays émergents. Donc elle a augmenté son nombre de franchises. Les franchises sont généralement intéressantes en termes de croissance pour l'entreprise puisque peu risquées. Et comme on peut le voir, ces franchises dans les pays émergents représentent aujourd'hui environ 60% du chiffre d'affaires d'Unilever. Les auteurs nous donnent également les exemples de Louis Vuitton d'un côté et de Nike de l'autre, des marques premium qui voyagent très bien, c'est-à-dire que lorsqu'une marque est déjà connue, elle peut s'étendre à travers le monde de manière extrêmement rapide, avec notamment des ouvertures de magasins. La troisième source de croissance pour une entreprise, ça va être le pricing, le mix et le volume, c'est-à-dire qu'une entreprise peut augmenter son chiffre d'affaires de trois manières, soit en augmentant le prix de ses produits ou de ses services, soit en augmentant le mix des produits qu'elle vend ou des services qu'elle vend, en augmentant son offre, soit en augmentant les volumes. C'était une stratégie mise en avant par Carlos Ghosn chez Renault par exemple, une stratégie qui est plutôt risquée puisqu'elle n'est pas forcément très intéressante au niveau des marges. Au final, l'élément le plus intéressant ici est le pricing power, c'est ce qu'on va retrouver notamment pour les marques de luxe comme LVMH ou Hermès, et donc ces marques vont pouvoir procéder à des augmentations de prix sans impact sur la demande, et ça c'est extrêmement important pour une entreprise, c'est un élément qui nous montre que l'entreprise a un avantage compétitif durable. La quatrième source de croissance pour une entreprise, c'est ce que les auteurs appellent la croissance cyclique. Et donc c'est valable pour des entreprises situées dans des secteurs cycliques comme le pétrole, l'agriculture ou l'hôtellerie par exemple. Des secteurs dans lesquels on va avoir des phases d'expansion et des phases de contraction. Donc c'est une croissance potentiellement moins qualitative. Même si on peut trouver quelques entreprises qualitatives également dans ces secteurs. Alors la cinquième et dernière source de croissance, c'est la croissance persistante. Les auteurs nous indiquent que certaines entreprises ont des croissances prévisibles et durables et donc que ces entreprises sont potentiellement de bons investissements à long terme. Ils nous indiquent que ces entreprises ont des taux de rendement sur capitaux élevés, donc ROE, ROCE, ROIC élevés et surtout durables dans le temps. Au final, les entreprises qui ont des taux de rendement sur capitaux élevés et durables ont une plus grande probabilité d'être des entreprises à croissance persistante. Alors les auteurs mettent ensuite l'accent sur le management. Ils nous expliquent que les entreprises de qualité n'ont pas toujours un management de qualité. Pour autant, la combinaison des deux est l'idéal. À la question qu'est-ce qu'un bon management, les auteurs nous expliquent que c'est un management discipliné, avec des investissements dans la croissance organique, pas d'acquisition transformationnelle, sinon on risque une destruction de valeur, un bilan prudent et des investissements contracycliques. Il nous donne l'exemple de H&M qui augmentait ses magasins, en tout cas qui continuait son expansion en termes de magasins en pleine récession lors de la crise financière de 2008-2009. Un bon management, c'est également un management ayant une vision à long terme. Les auteurs nous donnent l'exemple d'Atlas Copco qui a mis en place des produits censés concurrencer les marques chinoises premier prix. Pourquoi? Pour rentrer dans la tête du consommateur chinois et puis ensuite pouvoir prendre des parts de marché assez rapidement. Qu'est-ce qu'un bon management? C'est également un management discret et puis enfin c'est un management qui communique de manière intelligible et directe, c'est-à-dire qui ne tourne pas autour du pot lorsqu'il y a des problèmes dans l'entreprise. Les auteurs présentent ensuite la structure de l'industrie. Ils se focalisent dans un premier temps sur les mini-monopoles qu'ils jugent intéressants en tant qu'investissement. Ils nous indiquent que les monopoles non régulés, eux, présentent un risque élevé puisqu'ils sont censés à un moment être régulés. Ils nous expliquent par ailleurs que les mini-monopoles, donc qui sont intéressants, existent davantage dans la tête du consommateur que dans la tête du régulateur et c'est ça le point important. Alors un mini-monopole, ce serait par exemple Microsoft qui propose des mises à jour payantes et des abonnements. Et donc le consommateur a le choix d'utiliser d'autres produits que ceux de Microsoft, mais est tellement habitué de par son travail éventuellement, ses études éventuellement, qu'il préfère rester avec des produits Microsoft et donc il préfère payer. C'est ce que les auteurs définissent ou en tout cas appellent mini-monopole. Les auteurs nous indiquent également que les monopoles partiels sont intéressants, par exemple une entreprise comme Gillette qui induit l'achat régulier de lames de la part des clients et donc ce sont des monopoles qui sont plus dans la tête des clients et du consommateur que dans la tête du régulateur encore une fois.
Les auteurs nous indiquent également qu'ils apprécient en particulier les oligopoles ou les duopoles. Ils nous indiquent que le moins il y a de concurrents, le mieux c'est pour les marges de chacun. On peut penser ici en termes de duopole à Coca-Cola et PepsiCo d'un côté et L'Oréal et Estée Lauder de l'autre en matière de cosmétiques. Les auteurs mettent ensuite l'accent sur les barrières à l'entrée. Ils nous expliquent que lorsque les leaders sont toujours la propriété d'une famille, c'est toujours bon signe. C'est le cas ici avec les exemples Lindt et Hershey qui appartiennent à des familles. Puis on va retrouver autour 4 concurrents, Ferrero et Mars d'un côté qui sont des entreprises privées, et puis Nestlé et Mondelez qui sont des conglomérats. Ils mettent également l'accent sur la rationalité. Ils donnent l'exemple de LVMH qui n'avait pas fait de remise de prix sur son champagne Moët et Chandon lors de la crise de 2008-2009 et qui avait su écouler son stock l'année suivante. Alors les auteurs nous indiquent ensuite que certaines entreprises peuvent exploiter une concurrence fragile. C'est le cas par exemple d'une entreprise comme Ryanair qui a su profiter de la fragilité des compagnies aériennes traditionnelles, notamment de la fragilité bilancielle de ces entreprises. Enfin, les auteurs apprécient particulièrement la sécurité de l'obscurité, comme ils disent, c'est-à-dire que certains secteurs sont moins à même d'être disruptés. Ils font notamment référence aux secteurs qui se focalisent sur les serrures, les lentilles, les baignoires, les WC. On peut penser à 2 entreprises en particulier, à savoir Assa Abloy et Geberit. Les auteurs se focalisent ensuite sur la qualité du point de vue du client en se focalisant sur les avantages clients. Les auteurs mettent l'accent sur les bénéfices intangibles de certains biens et services, c'est-à-dire que le client, le consommateur, va avoir tendance à privilégier le plaisir ou le statut par rapport au prix, en tout cas s'il en a les moyens. Ainsi, des clients vont préférer des produits Coca-Cola pour le goût, donc ça c'est pour le plaisir, vont préférer une Ferrari, c'est pour l'image, donc le statut, et vont préférer des produits L'Oréal, donc pour la beauté, encore une fois pour le statut, éventuellement le plaisir. Les auteurs mettent ensuite l'accent sur les bénéfices de l'assurance, c'est-à-dire que certains clients vont avoir tendance à privilégier la réputation par rapport au prix. C'est le cas en termes d'audit, c'est-à-dire que de nombreuses entreprises font appel à des entreprises du Big Four comme Ernst & Young, Deloitte, KPMG et PricewaterhouseCoopers. C'est le cas en matière d'agriculture, c'est-à-dire que de nombreux agriculteurs, en tout cas aux États-Unis, vont mettre l'accent sur des tracteurs de la marque John Deere pour sa qualité, c'est-à-dire qu'elles préfèrent payer un prix plus élevé au départ, mais avoir moins d'entretien ensuite. C'est le cas également en termes de notation de crédit avec Moody's ou dans la certification de certains produits avec Intertek. Les auteurs mettent ensuite l'accent sur les bénéfices de la proximité, c'est-à-dire que les gens sont prêts à payer davantage pour la proximité. C'est le cas notamment dans les services de proximité. Enfin, les auteurs mettent l'accent sur les clients corporate qu'ils apprécient tout particulièrement. Pourquoi? Parce que ces clients ont tendance à être réticents au changement et donc ils préfèrent payer un prix supplémentaire plutôt que d'acheter un produit concurrent. On pense ici à des entreprises comme Microsoft, Adobe ou SAP. Enfin, les auteurs concluent ce chapitre en se focalisant sur les avantages compétitifs durables et là encore je vous renvoie aux vidéos sur Warren Buffett. Il nous explique que la technologie peut être un avantage compétitif durable s'il s'agit d'être le meilleur en R&D, s'il s'agit d'être le plus grand en taille ou bien s'il s'agit d'être le meilleur en termes de base de données. Ils font par exemple ici allusion à l'entreprise Alphabet, donc Google, qui a une base de données extraordinaire. Être le meilleur en R&D, on peut penser à des entreprises comme Nvidia, AMD et Intel par exemple, et être le plus grand en taille, on pourrait penser à une entreprise comme Amazon, éventuellement à une entreprise comme Alibaba. Alors les auteurs insistent fortement sur le fait cependant que le leadership technologique est très difficile à maintenir à long terme. Ils nous donnent les exemples d'entreprises comme Kodak ou Polaroid qui ont fait faillite. On peut également penser à la chute de Motorola ou Nokia par exemple. Deuxième type d'avantage compétitif durable, l'effet réseau. Donc plus un service est utilisé, plus il a de valeur. C'est le cas par exemple avec des entreprises comme Visa, Mastercard ou les bourses de manière générale comme le London Stock Exchange par exemple. Il nous explique cependant qu'un effet réseau trop important peut être problématique puisque dans ce cas-là on se retrouve avec un monopole et qu'un monopole généralement finit par être régulé et donc il y a un risque important.
Enfin, les auteurs nous expliquent que l'un des avantages compétitifs durables les plus importants, c'est le réseau de distribution. Et donc une entreprise avec un très beau réseau de distribution a potentiellement un avantage compétitif durable très important. On pense ici par exemple à une entreprise comme Diageo qui possède un très beau réseau de distribution, ce qui lui permet d'acquérir de petites marques et ensuite de les distribuer à travers le monde. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je me suis focalisé ici sur l'introduction et le premier chapitre du livre qui sont très denses et donc je présenterai les autres chapitres du livre dans une prochaine vidéo. Voilà, bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.